l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 6, le souffle de l'histoire. Je cite: « L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. » Paul Valéry, dans Regard sur le monde actuel, un texte qu'il publie en 1931, est sans aucune nuance, et la condamnation est sans appel. D'ailleurs, il ajoute un peu plus loin, je cite, « L'histoire justifie ce que l'on veut, elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout, et donne des exemples de tout. » Alors bien sûr, la provocation est claire, elle est même assumée. Valéry, évidemment, a tort. La nécessité de l'histoire n'a pas à être démontrée. Son rôle irremplaçable dans la culture et l'entretien de la mémoire collective est une évidence. Mais il pointe, néanmoins, alors avec excès sans doute, la difficile relation que l'histoire entretient avec la vérité. Relation longtemps perverse qui a pu conduire à faire souvent de l'histoire un instrument de propagation idéologique, pour ne pas dire de propagande, tout simplement. Les exemples sont très nombreux, trop nombreux, et le plus fameux d'entre eux se trouve tout entier résumé dans le très célèbre incipit « Nos ancêtres les Gaulois ». Nos ancêtres les Gaulois, la formule à valeur magique pour évoquer l'enfance et les premières leçons d'histoire administrées à l'école primaire. Cette formule repose néanmoins sur un mensonge d'État, en quelque sorte. Forgé à la fin du XIXe siècle, lorsqu'il convient de rassembler la nation en vue d'une reconquête territoriale. Rappelons qu'en 1870, la France a été amputée de l'Alsace et de la Lorraine. Mais déjà, avant 70, le terrain avait été préparé par le Second Empire, qui encourageait cette archéologie et faisait ériger sur le site supposé d'Alésia, en 1866, une statue, celle de Vercingétorix, où figure l'inscription « La Gaule unie, formant une seule nation, animée d'un même esprit, peut défier l'univers. » Eh bien, de Gaule unie, il n'y en eut jamais. Pas davantage d'ailleurs que de Gaulois hirsutes et chevelus, du moins parmi les dirigeants. On rappellera en effet que les aristocrates celtes vont suivre très vite les usages romains. Ils sont rasés et leurs cheveux sont courts. Alors, la Troisième République se précipite sur l'occasion et sur cette découverte d'une origine gauloise que le très emblématique Henri Martin propage en 1875 dans son Histoire de France populaire. Alors ça convient parfaitement à des élites politiques qui s'apprêtent à séparer l'Église de l'État et à engager la nation dans une reconquête des territoires perdus. Ces Gaulois tombent à pic pour faire oublier, détail essentiel, que Clovis, le premier roi des Francs, avait des origines germaniques et qu'il s'était fait baptiser. Alors à ce propos, par qui va-t-on remplacer Clovis? Je cite Lavis, à la fin du XIXe siècle, « La Gaule fut conquise par les Romains malgré la brillante défense du Gaulois Vercingétorix, qui est le premier héros de notre histoire. » Vercingétorix, le premier héros de notre histoire. C'est ainsi que l'on façonne en effet les héros dont les discours politiques ont besoin. Mais qui fut réellement Vercingétorix? Les historiens ne savent pas vraiment si ce nom était porté comme un titre, qui signifierait le très grand roi des guerriers, ou bien si c'était un nom propre. Ce que l'on n'ignore pas en revanche, c'est qu'il était un des contubernales de César, c'est-à-dire un compagnon de tente, un allié. Il avait pris dans l'armée romaine le commandement d'un corps de cavalerie. Ce n'est que tardivement, et par opportunisme, qu'il va tenter de fédérer autour de lui un certain nombre de tribus gauloises hostiles à l'occupation romaine. Mais qu'importe, la propagande a besoin de lui, et même de la défaite du Gaulois Vercingétorix, qui va demeurer à ce moment-là bien utile, comme en témoignent par exemple les dernières lignes de ce texte emblématique du XIXe siècle, le Tour de France par deux enfants, où on peut lire, à propos donc du site d'Alésia, Alésia,
assiégé et cerné par les Romains comme notre grand Paris l'a été par les Prussiens, ne tarde pas à ressentir les horreurs de la famine. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.